Salut Mariam, je t'ai envoyé un petit mail sur la dématérialisation des contrats de location là. Donc si tu pouvais regarder avec l'équipe pour estimer tout ça et vous engager sur un chiffrage, ce serait top. Oui, on peut te faire une macro-estimation, mais par contre, on peut vraiment pas s'engager sur le périmètre aussitôt. Tu veux dire que vous vous engagerez quand ? Généralement, on s'engage en début de sprint sur le travail à réaliser dans le sprint en question. Je comprends pas, si vous vous engagez au début du sprint, pourquoi vous pouvez pas vous engager maintenant ? C'est quoi la différence entre les deux ? La différence, c'est qu'avec le sprint, on a une bonne visibilité sur ce qu'il y a à faire. On a une meilleure compréhension des enjeux techniques et fonctionnels. Du coup, on est beaucoup plus confiant sur nos estimations. En plus de ça, au fur et à mesure qu'on avance dans nos développements, on connaît notre capacité à faire. Du coup, on peut s'engager sur le travail à te livrer à la fin du sprint. Ok, donc à chaque sprint, vous allez vous engager, super. N'empêche que moi, aujourd'hui, là, je dois définir un budget, je dois le codir demain. Comment ça se passe ? Je ne vais pas dire à mes investisseurs, désolé, mais on vous dira au fur et à mesure ce qu'on est capable de faire. Je comprends. On peut faire une macro-estimation. Et pour que ça soit rapide, je te propose qu'on fasse un atelier qui s'appelle Magic Estimation. Magic Estimation ? T'es sérieuse ? Tu vas encore me faire apparaître des chiffrages sur des post-it avec une baguette magique ? Pas loin. Écoute, c'est un atelier où toute l'équipe est présente, toi y compris. En tant que product owner, tu vas nous expliquer un peu ce que tu attends derrière chaque fonctionnalité. Ensuite, l'équipe va venir les estimer et les comparer les unes par rapport aux autres. Et à la fin, on aura une bonne vision sur le budget que tu auras à voter auprès de tes investisseurs. Donc j'aurai un chiffrage. Attention, tu auras juste une estimation qu'on affinera à chaque sprint. Mais attends, si vous engagez jamais, vous pourriez tout autant être sur YouTube en train de regarder des vidéos que ce serait exactement pareil, quoi. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne s'engage juste pas sur le périmètre. Par contre, on s'engage sur la qualité de travail de l'équipe. C'est quoi la qualité de travail d'équipe ? C'est la qualité du produit qu'on te livre à la fin du sprint, par exemple, fonctionnellement et techniquement. C'est la qualité de travail de l'équipe et c'est aussi la qualité de nos estimations qu'on te donne à chaque sprint. Ok. Ouais, c'est les investisseurs qui vont pas être d'accord. Tu verras, une fois qu'ils auront testé, ils ne voudront plus jamais revenir en arrière parce que ça leur permet d'avoir une vision en temps réel de l'avancement du projet. Et en plus de ça, ils pourront reprioriser au besoin. Test and learn. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris qu'une équipe ne peut pas s'engager au début d'un projet sur un périmètre. En revanche, ce sur quoi elle peut s'engager, c'est la qualité de son travail. Que ce soit la qualité technique, je vais livrer quelque chose qui n'a pas de bug, je vais livrer quelque chose qui est bien pour les utilisateurs. Que ce soit en termes de productivité aussi, en calculant sa vélocité par exemple, et en termes de prédictibilité, donc la qualité de ses estimations. J'ai aussi appris que, parce qu'au final, ce qui se passe là dans la scénette, c'est que le PO, il a besoin d'aller rendre des comptes aux investisseurs. Et en début de projet, c'est complètement normal, c'est même tout à fait légitime. Pour ça, une équipe qui travaille en agile peut faire une macro-estimation de façon très rapide, sans dépenser trop d'argent, à travers un atelier qui s'appelle la Magic Estimation. Alors, je te propose qu'on se présente quand même. Ouais, on peut. Donc moi je m'appelle Mariam Elaboudi, je suis responsable de Xebiam Mobile actuellement, donc on pourra parler mobile après le slot, mais aujourd'hui je vais vous parler agile. J'étais développeuse avant et product owner. Et moi je m'appelle Lorraine Thénoz, je suis coach agile aujourd'hui et j'ai été développeur, Scrum Master et PO aussi. On va vous laisser 2 minutes de questions. Ce qu'on va faire, c'est que justement, on va faire plein de scénettes comme ça. On vous a vendu 5 questions contre l'agilité. Ça sera des scénettes comme ça qu'on va mettre en place, au terme desquelles on vous propose de poser des questions sur ce thème, et uniquement sur ce thème. Et on fera ça sur chacune des scénettes. On a 2 questions bonus, pour si jamais on va suffisamment rapidement. On a prévu de la marge, normalement, ça devrait passer, mais c'est du bonus. Qui a une question ? Peut-être que c'est clair et limpide et qu'on peut passer... Donc là, vous seriez tous capables de dire vas-y, go. Christophe. Est-ce qu'on passe d'une Magic Estimation à un budget ? Une Magic Estimation, elle va être en points.
Donc tu vas mettre des story points. On va réaborder le système des story points tout à l'heure. Mais tu peux faire un ratio entre les points et des jours hommes, enfin un budget, mine de rien, par rapport à la capacité globale de ton équipe. Si ton équipe fait 30 points par sprint et ton équipe, tu as 7 personnes qui te coûtent 600 €, tu es capable de faire le calcul par une simple règle de 3. Personne estime des budgets en début de projet, là ? Qui parmi vous estime des budgets en début de projet ? Et s'engage dessus ? Et livre avec son sang ? Bon, maintenant vous avez les billes. Next. Salut. Ah, attends, Myriam, dis-moi, tu vas être super contente. On va livrer demain en recette les premières stories, ce qui fait que tu vas pouvoir commencer à tester. Mais qu'est-ce que tu racontes? On lance le service en septembre 2017 et dans le planning, la recette, c'est pas avant juin. Hein. Oui, alors en fait, on pensait découper le projet en plus petits morceaux qu'on pourrait te livrer en recette plus rapidement. Comme ça, tu pourrais valider rapidement et on pourrait presque même les mettre en prod à l'utilisateur. Non. Je sais ce que je veux. Moi, je veux pas découper. Je le veux dans 1 an. Et comme d'habitude, on fera la recette 2 mois avant. Donc, je vois pas pourquoi tu veux changer les règles là tout de suite. Question, il se passe quoi quand on met en prod au bout de 10 mois on trouve des bugs, pas mal de bugs, mais ensuite on les corrige. Et généralement, on prend 2 mois pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Donc si tu me demandes de le faire tous les mois... Oui, ça te coûte très cher. Non, ce qu'on te propose, c'est... Là, tu es en train de décrire un mode où on fait des développements très importants, ce qui fait que quand on est en train de faire la recette, ça nous coûte très très cher, parce que c'est sur un périmètre... extrêmement gros. Ce qu'on voudrait faire, c'est te faire des petits morceaux de développement. Ces petits morceaux-là, on te les mettrait en recette, tu pourrais les valider. Et comme c'est des petits périmètres sur lesquels on a codé, on serait capable de les tester plus rapidement, déjà, de trouver plus facilement les bugs, parce qu'on identifierait mieux d'où ils viennent. Il y a moins d'effets de bord aussi, donc on a moins de bugs potentiels. Et quand on trouve des bugs, on les corrige plus facilement, déjà parce qu'on vient de les développer. Donc on s'en souvient encore un petit peu, alors que ce qu'on a développé en janvier... T'es mignonne, mais moi j'ai besoin de livrer quelque chose qui marche à mon utilisateur. Donc si vous me donnez juste la base de données au Sprint 2, je vois pas comment je peux mettre ça en production. Hein. Ouais, on est complètement d'accord. Tu mets le doigt sur un truc hyper important dans le découpage. C'est ce qu'on appelle le découpage technique versus fonctionnel. Ce que tu décris, c'est du découpage technique. Si je te livre la base de données, puis l'API, puis l'IHM tout à la fin, en fait, tu vas pouvoir donner de la valeur à ton utilisateur qu'une fois que j'aurai fini mon projet. Ce qu'on te propose, c'est plutôt de faire un découpage fonctionnel. C'est-à-dire que je vais traverser toutes ces couches techniques-là, mais sur un périmètre restreint, sur une fonctionnalité, ce qui fait que je vais pouvoir commencer à délivrer de la valeur à l'utilisateur dès le premier périmètre. Ce ne sera pas beaucoup de valeur, mais ce sera quand même de la valeur. Et au fur et à mesure, on améliorera notre produit. Alors, je comprends toujours pas. Moi, mon application, elle a besoin de tout le système d'information pour fonctionner. Donc, si je dis à mon utilisateur, tu peux commander ton repas, mais par contre, tu peux pas te faire livrer. Bonjour, les mauvaises notes sur le store. Hein. Oui, c'est sûr. Non, ce qu'on va faire, c'est plutôt prendre l'intégralité de notre flux utilisateur de bout en bout et, par exemple, donc, de la création du profil jusqu'à la commande et la livraison, justement, et de se dire, c'est juste que toutes ces choses-là, on va les faire sur un périmètre restreint. Donc, par exemple, on pourrait commencer à livrer seulement dans le 8e arrondissement, que pour le déjeuner, on fait qu'un seul plat. Que je veux commencer par le dîner. Eh ben, on peut commencer par le dîner, c'est à toi de prioriser. Et on paierait par cash à la livraison, comme tu payes ta pizza, plutôt que de s'embêter à développer un truc de carte bleue. Comme ça nous permettrait de valider notre besoin dès le début, et avant d'investir sur la suite, et de se rendre compte qu'il n'y a pas de besoin. Ensuite, on passerait à la suite. Tu vois, on ferait des itérations comme ça. Comment tu appelles ça ? Ça, c'est un story map. Tu sais, c'est ce qu'on a fait sur l'équipe jaune la dernière fois. D'accord, ouais. D'accord. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que moi, là, je vais te livrer la première version, celle-ci, en haut, en bleu. Et cette première version-là, elle va déjà te permettre de générer du cash. Donc, si je comprends bien, si je découpe mon projet en plein de petites releases, je vais pouvoir générer du cash rapidement, c'est ça ? Exactement. Ok, là, ça, j'achète. Alors, ce que je comprends, c'est que
découpant justement mon projet en plein de petites releases, ça va pouvoir me limiter les coûts de phase de recette et correction de bugs. Par contre, ce qu'il faut retenir, et ce qui est absolument important, c'est que ce découpage il doit être fonctionnel, parce que c'est ce qui va me permettre de livrer rapidement en production, récolter du feedback utilisateur et surtout valider ou invalider les hypothèses que j'ai prises au départ de mon projet. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Est-ce que vous connaissez tous le story map, enfin toutes les notions qu'on a abordées? Il y a peut-être une question par là. Vas-y. Si le client n'a pas agi, si le client il n'a besoin pas de release fréquemment, par exemple, si un grand projet, quelles sont les raisons pour faire ça? Personnellement, je suis convaincu que c'est bon idée, mais comment expliquer pourquoi réaliser si le client va accepter peut-être faire? Par client, tu veux dire utilisateur final? Oui, utilisateur, quelqu'un qui demande un système qui paye sur le système. Je peux te désolé. Par exemple, un grand client, un grand banque. C'est un problème. Sinon, je réponds à chaque fois. C'est un problème qu'on rencontre souvent, nous, en coaching, typiquement, où les clients sont convaincus qu'ils ne sont pas capables de livrer. En vrai, le concept même de gagner de l'argent le plus tôt possible, ça, les clients, ils achètent. Mais ce qu'ils vont nous dire, ça va être systématiquement, c'est génial, tes exemples, ils sont top. Par contre, sur mon truc à moi, c'est pas possible. Parce que je ne sais pas découper. Et en fait, ça va être le boulot d'un coach agile, d'un Scrum Master, d'un PO, d'aller chercher ce découpage avec le client, sachant que c'est toujours le client qui trouvera la solution à la fin. Nous, si on n'est pas à l'intérieur du système, si on ne connaît pas comment il fonctionne fonctionnellement derrière, on ne sera pas capable de trouver la solution. Par contre, on peut aller orienter un client à trouver cette solution-là. Et généralement, ça marche. Il y a même, j'ai même des gens qui font du mainframe et qui découpent. Et pourtant, du mainframe, c'est difficile. Pour moi, il y a beaucoup de raisons aussi internales pour commencer le test. Ce n'est pas nécessairement l'utilisateur final. C'est vrai, tu mets le doigt sur un truc hyper important. Il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles on ne peut pas livrer à l'utilisateur, par exemple sur des projets réglementaires, typiquement. C'est le très bon exemple. Ce qu'on fera dans ce cas-là, c'est on mettra en recette, on mettra peut-être en pré-prod, et ça nous permettra de tester le système de bout en bout. En interne. Voilà, en interne. Parfois avec même des bêta-testeurs internes. Il y a ça chez AXA, par exemple. Moi, je bosse chez AXA. On a beaucoup ça, réglementaire, trucs comme dans ce genre-là, effectivement. Oui, c'est ici interne important pour le développement en général, parce que ça pousse l'équipe pour livrer quelque chose qui est vraiment livrable. Il n'y a pas de façon à dire non, on va tester à la fin. C'est pas possible. C'est simplement ça. Ok. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, on va devoir reprendre. Bon, Mariam, écoute, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que là, l'équipe vient de nous livrer un chiffrage en story point, pas en jour homme. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on me livre un truc pareil? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui te gêne avec les story points? D'habitude, en jour homme, je peux les utiliser pour faire mon plan de staffing, pour calculer ma date d'atterrissage. Enfin, tu vois, moi, j'ai des comptes à rendre à des investisseurs. Il faut bien que je sois capable de calculer où est-ce qu'on va, quoi. Alors, je te rassure, on peut très bien le faire aussi avec les story points. L'avantage pour nous, c'est que c'est un mode de calcul qui est objectif pour l'équipe. C'est quoi un mode de calcul objectif? Alors, j'ai donné un exemple. Imaginons que tu demandes à deux personnes qui n'ont pas la même vitesse de t'estimer une durée d'une course à pied. Ils vont jamais réussir à se mettre d'accord. Il y en a un qui va te dire 40 minutes, l'autre 20 minutes. Il y en a qu'à dire 30 minutes. Alors justement, ça sera faux, peu importe la personne qui courra. Alors que si on prend la durée, on est tous d'accord que la distance. Alors on est tous d'accord que cette course, elle fait 5 km pour les deux. Donc c'est une référence objective. En réalité, c'est un peu ce que font les story points. C'est une base objective sur laquelle toute l'équipe est alignée.
Ok, donc ça veut dire que vous arriverez mieux à estimer, vous serez tous d'accord dessus. N'empêche que ça ne change pas mon problème à moi, qui est de calculer ma date d'atterrissage régulièrement. Alors, je te rassure encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi avec les story points. Imaginons qu'on ait une release qui a été estimée en Magic Estimation, par exemple, à 300 points. Si je constate que l'équipe, elle a une capacité à faire de 30 points en moyenne à chaque sprint, peu importe les compétences de chacun dans l'équipe, eh ben, je pourrais extrapoler et dire qu'en 10 sprints, on est capable de te livrer la totalité de la release de 300 points. Et donc, c'est comme ça que je pourrais te communiquer une date d'atterrissage. Il est génial ton schéma, dis donc. Tu crois que je peux le montrer en codir, ça ? Oui, bien sûr. En plus, on le met à jour, nous, à chaque sprint, donc tu pourras leur montrer la mise à jour. Cool. Ok, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que les story points, c'est un moyen d'estimer qui nous permet de faire fi de toutes les disparités qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une équipe. Si j'ai deux personnes qui ne codent pas à la même vitesse ou qui n'ont pas les mêmes compétences techniques, la capacité globale de l'équipe, elle, va me permettre d'évaluer, va être une base de référence commune à tout le monde. Cette capacité globale de l'équipe, on l'appelle la vélocité. Et cette vélocité, on va pouvoir s'en servir pour calculer une date d'atterrissage qui sera plus juste. Pourquoi ? Parce qu'elle se base sur un historique. Donc elle se base sur des faits réels, sur le passé, plutôt que de se baser sur des estimations. Qu'elle est empirique. Et alors, empirique, c'est comme ça que ça s'appelle. Hop. Est-ce que vous avez des questions ? Alors oui, deux questions si je peux me permettre. D'une part, comment gérer le turnover, puisque ça suppose un historique qui est relativement stable, et si les équipes bougent, soit par une flexibilité qui est voulue ou plus souvent involontairement, comment gérer cet historique ? Alors, tu es un petit peu en avance sur ce qu'on va dire, mais c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Et la deuxième question, c'est lors du Magic Planning, puisque cette estimation est faite à ce moment-là, au planning, comment gérer le fait que des estimations doivent être très différentes d'un développeur à un autre en fonction de la maîtrise de la techno. Parfois on prend le plus gros, mais le plus gros ça peut être vraiment énorme. Ouais, c'est justement un sujet. L'estimation en elle-même, on va en reparler, mais pour répondre quand même très rapidement à tes questions, l'estimation en elle-même fait partie de la montée en compétence de l'équipe. C'est-à-dire que pour pouvoir estimer une user story, une équipe a besoin de la comprendre, et le fait de la comprendre collectivement et de faire cette estimation justement va permettre à l'équipe de monter en compétence et de comprendre vraiment même les tenants aboutissants de techniques et fonctionnels d'une user story, même s'ils ne sont pas compétents sur le sujet. En fait, ils vont le devenir au fur et à mesure. C'est la première étape de la montée en compétence d'une équipe. Ça demande du temps. C'est un investissement, tout à fait. Ouais. Et pour te donner un cas un peu plus réel, c'est le rôle du Scrum Master pendant le sprint planning ou du poker planning, de justement faire en sorte que les différentes personnes dans l'équipe discutent jusqu'à ce que tout le monde se mette d'accord sur la même estimation. Le poker planning, en fait, il a plus de valeur dans la discussion qu'il y a autour que dans l'estimation qui en résulte. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est une dernière question. Comment un Scrum Master peut estimer la vélocité d'une équipe qui ne connaît pas, qui vient de se monter, qui n'a jamais tourné? Alors, généralement, on ne fait pas ce genre de choses. Pour qu'on puisse avoir une vélocité qui se dégage, on attend un sprint, 2 sprints, 3 sprints, et on constate justement les faits réels et l'expérience de l'équipe. En début de projet, on peut partir sur une hypothèse, mais jamais sur quelque chose d'absolu. Moi, je calcule cette hypothèse, une référence, quelque chose. C'est souvent, alors pour le coup, c'est un peu au doigt mouillé, hein, on ne va pas vous le cacher. Mais ce qui est important, c'est que cette hypothèse, on va pas la prendre pour acquise. Et à chaque sprint, on va améliorer cette estimation. On va utiliser les faits pour recalculer notre date d'atterrissage. C'est pour ça qu'on dit ce schéma-là, on le remontre tous les sprints. À la fin, on le remet à jour et on le remontre aux investisseurs ou aux métiers. Voilà. On passe à la suite. Sinon, Marina va nous engueuler. Ouais. C'est bon, c'est toi. Donc, je viens de vous présenter la user story. Je pense que tout le monde l'a compris. Est-ce que vous pouvez estimer maintenant c'est quoi ce malaise ? Elle est énorme, ta user story, là.
Mais justement, elle est assez grosse pour rentrer dans un sprint, non ? Ouais, à peine déjà. Le risque, c'est que juste là, à la fin du sprint, on puisse pas te la montrer en démonstration. C'est pas grave, vous me la montrerez quand vous aurez fini. Tu te rappelles quand on parlait des releases, où on se disait qu'il fallait découper pour pouvoir tester plus rapidement. En fait, ça s'applique aussi aux user story. C'est-à-dire que ta user story, si elle est plus petite, je vais pouvoir te la montrer rapidement. Toi, tu vas pouvoir valider et nous dire si c'est ce que tu attendais ou pas de la user story. Et en plus, ça va nous éviter de faire des effets tunnels. C'est-à-dire que si notre user story elle est trop grosse, on va avoir tendance à pas pouvoir lever les blocages rapidement. D'accord. Bon, on peut la découper si vous voulez, mais par contre, j'ai vraiment besoin d'une estimation maintenant. Demain, j'ai mon quotidien. Alors justement, si tu veux qu'on l'estime, cette user story, il va falloir qu'on la découpe d'abord, parce que si on estime une user story qui est trop grosse, on va forcément louper des trucs. Il y a des choses auxquelles on ne va pas penser à l'intérieur, ce qui fait qu'on risque de passer à côté de certaines choses et de mettre en danger ton delivery. Alors tout sauf ça, non, on a vraiment des deadlines short, faut pas qu'on se plante les gars. En parlant de deadline, justement, tu voudrais qu'on estime, mais notre estimation elle sera forcément faussée, parce que si on loupe des trucs, notre estimation elle sera pas bonne. Tu te rappelles, c'est comme pendant le sprint 4, on s'était retrouvé avec une estimation qui était trop grosse, on avait dû la passer dans la story suivante, on s'était retrouvé avec une vélocité qui... Je me rappelle, je m'étais même plantée sur ma date d'atterrissage du coup. Ouais. En plus, ça démotive totalement l'équipe parce que sur le sprint 7 ou le sprint 4, ils ont l'impression de rien avoir fait, alors que tu sais comme moi que la story, elle était quasiment terminée et on la remet au sprint suivant, quoi. Ok, bon là tu m'as convaincu. Bon les gars, on reste motivés, hein. On y croit, on va la découper cette user story. Allez, c'est parti. Ok, go. Du coup, ce que je retiens, c'est qu'il y a différents avantages à couper une user story, puisque plus petite elle sera, plus facilement on pourra l'estimer. Ça nous évitera les effets de tunnel, puisqu'on maîtrisera bien le périmètre et on aura vraiment une bonne compréhension de ce qui est attendu par le product owner. Ça nous évite aussi le phénomène de la vélocité en dents de scie, ce qui améliore notre prédictibilité. Et plus la user story est petite, plus elle a de chances de rentrer dans la prochaine release et plus elle sera vite en production. Et je pourrai donc récupérer du feedback de l'utilisateur rapidement. Vous commencez à connaître le deal ? Comment vous résolvez le problème là ? Tout à l'heure, vous avez expliqué, on découpe les releases pour avoir des user stories de bout en bout, même si elles sont assez limitées en termes de fonctionnel, en termes de complexité. Et là, on se dit qu'il faut les redécouper. Comment après on peut avoir quelque chose de bout en bout qui est livrable, s'il faut redécouper ce qu'on avait réduit au maximum à la fin du sprint, on n'a pas quelque chose qui est cohérent. Oui, tout à fait. C'est la différence. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle une MMF, Minimum Marketable Feature. Donc c'est en gros un ensemble fonctionnel et un ensemble cohérent de fonctionnalités qui va nous permettre de satisfaire, d'apporter de la valeur à un utilisateur. Avec ta user story, qui est vraiment le cran en dessous, tu ne vas pas forcément amener quelque chose qui est mettable en prod, même s'il y en a qui le font, hein, typiquement Facebook, Google et compagnie, la user story elle part en prod parce qu'ils arrivent à découper suffisamment finement. Mais la user story, c'est surtout quelque chose que tu dois pouvoir tester. C'est ça vraiment l'objectif, le plus petit élément, c'est qu'il doit être testable, alors que la MMF que tu vas mettre en prod, elle doit apporter de la valeur à l'utilisateur. J'ai une question. En fait, généralement, quand on démarre un nouveau projet, il y a toujours une première tâche technique qui est l'initialisation de la base de données, l'initialisation du projet, la configuration de l'infrastructure. Comment on peut découper cette tâche et comment on peut dégager de la valeur métier de cette tâche, alors que c'est une tâche essentielle. Alors, il n'y a pas de valeur métier tout de suite, mais c'est quelque chose qui va en fait transparaître au fur et à mesure qu'on avance dans les sprints. Généralement, on consacre le sprint 0 pour ça. Tout ce qui est mise en place de l'environnement, quel outil de monitoring je vais utiliser, ça c'est des choses sur lesquelles on se met d'accord sur le sprint 0. Et le sprint 0, généralement, on ne délivre pas de la valeur tout de suite.
Ce qu'on appelle les user stories techniques, enfin les stories techniques, plutôt pas les user stories techniques. Les user stories vont apporter de la valeur à l'utilisateur, alors que la story technique va apporter de la valeur plutôt au projet ou aux développeurs. C'est quelque chose qui est très difficile d'argumenter la valeur de ces choses-là. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on explique carrément au client, voilà ce que ça va nous apporter, voilà ce qu'on va y gagner, voilà ce que tout ça. Les estimations, c'est quoi en cours sur les tâches techniques tout ça, ce qui se estime. Désolée. Excusez-moi. Par rapport aux tâches techniques et les estimations, vos recommandations pour aussi les estimer ou au contraire Moi, je les estime. J'ai tendance à les estimer. Oui, c'est la même chose que pour les user stories, on essaie de les estimer au maximum. Si on n'arrive pas à les estimer, ce qu'on peut faire, alors là j'ai introduit une nouvelle notion, c'est on fait un spike. C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est une tâche d'étude, on prend en timebox en termes de jours, on se donne 2 jours pour faire ça. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on arrête parce que sinon on a d'autres fonctionnalités qu'on a besoin de faire. Du coup, c'est un peu comme. Et du coup, oui, pardon, j'y reviens. Donc, l'avantage aussi de faire ce POC-là, c'est qu'on puisse estimer ces stories techniques qu'on ne pouvait pas le faire sans cette tâche d'étude. Et on a le même problème avec les bugs, souvent, parce qu'un bug, il est très difficilement, enfin, souvent des bugs sont très difficilement estimables. C'est le temps qu'on comprenne le problème. Il faut d'abord qu'on s'y confronte, et puis si j'abats un mur, rien ne me dit que derrière, je ne vais pas en rencontrer un suivant, quoi. Donc celle-là, on timebox. On s'alloue un temps, et après, on revoit ce qu'on fait à chaque fois. Next. J'ai pas de post-it. Je fais semblant de faire un post-it. Je suis en train de coller un post-it. Bonjour Lorraine. Salut. Faut que je te vois. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Les cérémonies du matin, là, j'en peux plus, j'en ai marre. En plus, juste pour vous partager la connaissance, vous pouvez le faire une fois par semaine, ça suffit. Parce que tu te rends compte, en 30 minutes de 8 personnes à 600 €, ça me coûte vraiment cher. Alors attends, 30 minutes là, votre délit dure 30 minutes, c'est 15 normalement un délit. Pourtant, on le fait debout, ça dure 30 minutes. Bon, 15 minutes, 30 minutes, même débat, juste pour vous répartir les tâches, ça me coûte hyper cher. Hein. Alors on ne fait pas que se répartir les tâches dans un délit. L'objectif numéro 1 du délit, c'est de remonter les blocages, de les partager et de les lever. Tu sais que plus on lève un blocage tôt et moins il nous coûte cher, plus on attend et ça va monter exponentiellement. Et puis comme tu dis, on se partage les tâches, donc on synchronise en fait toute l'équipe, on se synchronise aussi avec toi et ça nous évite de marcher sur les pieds et donc en fait de créer des nouveaux blocages et des nouveaux problèmes. Donc au final, entre les blocages qu'on résout plus vite et ceux qu'on évite de créer, je pense que budgétairement, tu t'y retrouves pas mal. D'accord, mais t'es d'accord, j'ai pas besoin d'être là, juste pour dire que j'ai créé une user story la veille et que je compte en valider une aujourd'hui, c'est pas intéressant, j'ai autre chose à faire. Tu te sous-estimes, je pense que pour l'équipe c'est hyper important de savoir ça, de savoir ce qui arrive dans le pipe et ce que tu valides et s'ils peuvent t'aider dessus. Et puis il y a des problèmes où tu peux faire partie prenante de la résolution, c'est hyper important que tu les entendes et que tu puisses aider dessus. Et de même, toi, tu as des problèmes que tu peux remonter et sur lesquels on peut t'aider. Et ça te permet aussi de voir, tu sais, l'avancement du projet, tu nous demandes tout le temps où est-ce qu'on en est. Le daily, c'est un moment où tu vois exactement où est-ce qu'on en est. Oui, mais moi j'ai entendu des gens dans l'équipe dire que je les flic, que je leur demande du reporting. Ah oui, donc ça pour le coup c'est un problème parce qu'au daily, tu es là pour prendre de l'information et en donner exactement au même titre que les autres personnes dans le daily. Donc si l'équipe a la sensation que tu les flics, c'est probablement quelque chose dont il faut qu'on parle avec eux. Oui, je pense que c'est une bonne idée, oui. Écoute, je te propose qu'on en parle de ça et puis de la durée du daily à la prochaine rétrospective. Encore une réunion. Attends, tu viens de citer un parfait exemple de son utilité. C'est le moment où on parle des problèmes, on prend du recul par rapport à eux et vraiment on les résout, quoi. On rentre dans le détail, on trouve des solutions ensemble. Et c'est pareil, il faut que tu sois là pour participer à la résolution, pour faire partie prenante et puis pour lever tes problèmes à toi.
Bon, ok, je veux bien être là. Je te laisse m'envoyer une invitation à Outlook, mais par contre, là, je dois te laisser. J'ai une démo dans 5 minutes. Avant ça, tu vois pas ça comme une cérémonie inutile? Non, c'est génial. J'adore. Je peux valider, je peux voir les fonctionnalités du sprint qui viennent de sortir. Je peux les valider en live. Je peux donner mon avis. Avant, je devais vraiment attendre longtemps avant de voir quelque chose en recette. Et en plus, je découvrais de ces bugs. Non, c'est vraiment une cérémonie utile. Super. Il y a différentes cérémonies qui vont cadencer le sprint. Elles ont toutes un bénéfice. Pour le daily, par exemple, c'est un moment de partage et de synchronisation. Il faut que ça dure moins de 15 minutes, sinon on tombe vraiment dans la réunionnite. Ça permet de lever les blocages, aligner tout le monde. En revanche, la rétrospective, ça va être le moment où on va s'améliorer continuellement. Donc on va résoudre ici les problèmes, on va trouver des solutions. Et enfin, la démo, ce moment favori des PO, généralement, ça donne de la visibilité sur l'avancement du projet. Et aussi, ça permet de récupérer du feedback rapidement. Donc les développeurs, ils savent si la story a été validée pendant la démo, par exemple. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme cérémonie, là? Le poker planning, oui, tout à fait. La review, c'est une bonne remarque. La review, la démo est inclue dans la review, dans la revue de la fin du sprint. On n'a pas mis le poker planning parce qu'on en a déjà pas mal parlé ensemble. Là. Mais c'est la 4e cérémonie en Scrum. Est-ce que vous avez des questions? Petite question. Ok, daily 15 minutes maximum. Alors, réunion, combien de temps vous pensez ce maximum de temps de démo, de rétrospective, de planning? Un temps maximum. La littérature agile te dira une rétro, c'est 1 heure par semaine de sprint. Donc si tu as un sprint à 3 semaines, c'est 3 heures. Dans la pratique, en général, ouais, ça devient dur. Hein. On a déjà fait des rétros à 3 heures. Pour la rétro, comme c'est une cérémonie quand même qui est hyper importante pour l'organisation de l'équipe, généralement on prend le temps qu'il faut pour résoudre les problèmes. Ouais. Mais dans ce cas-là, il faut éviter de parler de tous les problèmes. Voilà. C'est un truc qu'on a tendance, on a un peu ce besoin maladif, on a identifié un problème, alors maintenant il faut absolument qu'on en parle, et on parle de tous les problèmes, et puis après on prend des actions pour l'intégralité des problèmes, ce qui fait qu'on sort de là avec 45 actions, et qu'est-ce qui se passe quand on a 45 actions à mettre en place ? Ouais, c'est comme vos résolutions de début d'année. Hein. Si vous en prenez une, il y a peut-être une chance que vous la teniez 1 mois. Si vous en prenez 4, il y a 0 chance que vous en teniez aucune. donc c'est ça, en fait, il faut limiter le nombre de choses dont on discute. Il faut se faire violence. On résout un problème et on parlera du suivant la prochaine fois. Concernant le format des rétros, il y a des préconisations en fonction de la taille des équipes ou du type d'équipe. Est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à ça? Alors pour la taille de l'équipe, il n'y a pas de critères, enfin en tout cas j'en connais pas, mais par contre pour le format, ça va dépendre de ce qui a été vécu pendant le sprint. Si par exemple on a envie de parler de ce qui s'est passé au début, au milieu du sprint, si on avait une release importante pendant le sprint par exemple, on pourrait faire une timeline. Du coup on va vraiment parler de tous les faits marquants qui sont passés pendant le sprint en les classant si c'était des bonnes expériences ou des mauvaises, et du coup parler des problèmes et prendre des actions. Donc, on adapte le format de la rétro par rapport au problème de l'équipe et ce que l'équipe a vécu pendant le sprint. Pour la taille, je sais pas. La taille, non, je n'ai pas tendance à faire par rapport à ça. C'est ce que tu dis, ce qui s'est passé dans le passé, et puis nos objectifs aussi, de qu'est-ce qu'on a envie de discuter dans cette rétro. Et l'important, c'est surtout d'alterner les formats, parce que sinon, on a tendance à toujours dire la même chose. C'est la même chose qui revient systématiquement. Un nouveau format permet de prendre une nouvelle perspective un petit peu sur le problème. On va s'arrêter, c'est ça? Non, c'est bon. Ah, ok. Qui a d'autres questions encore? Il y avait une dame derrière, je l'ai laissé, désolée. Ah oui, non, tu as déjà posé une question, c'est pour ça. Vas-y. J'ai une question pour les entreprises qui n'ont pas encore toutes ces pratiques de Scrum agile, mais qui vont se dire agile parce que par exemple ils ont une to-do qui est refaite toutes les semaines, ils ne vont pas forcément avoir des releases, des sprints avec un nombre de jours. Dans ce cas-là, en fait, par où on commence pour ce qu'il y a
par où on commence pour avancer sur ce sujet agile? Ouais. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent agiles parce qu'ils mettent un certain nombre de méthodes en place. Il faut se rappeler que l'agilité, c'est pas une méthode, c'est pas un ensemble de pratiques, c'est vraiment un état d'esprit à la base. Tu peux avoir des entreprises qui font pas de rétro. Bon, pas de rétro, c'est quand même un peu la base, quoi, l'amélioration continue, mais qui font pas de rétro dans le format tel quel et qui pourtant pourront être agiles. Parce qu'elles ont le bon état d'esprit. À côté de ça, tu as peut-être des entreprises qui vont mettre en place l'intégralité des pratiques recommandées dans l'agilité, en l'occurrence par le Scrum, la rétrospective c'est plutôt du Scrum, et qui pour autant ne seront pas agiles parce qu'elles n'auront pas l'état d'esprit derrière. Pour la deuxième partie de ta question, qui est de comment est-ce que tu mets en place, ça dépend beaucoup du contexte, malheureusement. L'important quand tu coaches, je te donne l'expérience en tant que coach, c'est d'aller chercher les problèmes de l'équipe. Tu commences par les douleurs, les trucs qui font le plus mal. Et typiquement, la rétro, c'est un super bon moyen d'identifier les problèmes et les douleurs. Moi, en général, c'est le premier truc que j'organise. C'est dire, OK, on fait une rétro, comme ça j'entends ce qui se passe, je sais ce qui se passe pas bien. Je vais pouvoir aller travailler là-dessus et avoir des quick wins, comme on dit, avoir des petites victoires qui vont me permettre après d'aller chercher et ramer sur le reste, quoi. OK. C'est moi qui bosse. Salut Lorraine. Salut. Est-ce que tu pourrais passer commande pour un board physique, s'il te plaît? C'est l'équipe qui le demande. Pourquoi faire? Parce que ça sera le prochain lieu de rassemblement pour le daily pour l'équipe. Et en plus de ça, ça te donnera une visibilité sur l'état d'avancement n'importe quand et avec tout le monde dans l'équipe. Mais attends, je comprends pas. On a l'outil électronique là, on a Jira pour ça, non? Alors, l'outil électronique est difficilement adaptable, alors qu'avec le board, tu peux vraiment tout faire, c'est flexible. Tu peux y faire transparaître la façon de s'organiser de ton équipe. Par exemple, si tu fais du pair programming, par exemple, et que tu as 2 développeurs qui travaillent sur la même user story, sur Jira, c'est difficile de le faire transparaître, alors que là, il te suffit juste de mettre 2 avatars des deux développeurs sur le même post-it. Tu peux aussi mettre des informations annexes, comme les congés de ton équipe, la definition of done et la release sur laquelle tu travailles en ce moment. Ouais, ok, ça a l'air sympa. Enfin, moi perso, ça me suffit amplement le Jira, donc je vois pas l'intérêt de commander un truc qu'il va falloir payer. Alors pour toi, peut-être, mais tu sais, il existe différents types de personnes. Le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le visuel, lui, il va retenir ce qu'il voit. L'auditif, il mémorise plus facilement ce qu'il entend. Et le kinesthésique, lui, il a besoin, pour apprendre, il a besoin de toucher, interagir, être physiquement actif. Et pour cette dernière personne, faire le daily avec le board physique, c'est important. Donc ça permet d'adresser tout type de personnes. Ok, écoute, si vous en avez besoin, d'accord. Du coup, j'arrête la licence Jira, là, on laisse tomber? Alors, c'est pas du tout ce que je dis. L'outil électronique, il a aussi d'autres avantages non négligeables. Il te permet d'avoir tout l'historique de ton projet. Il est utile pour les personnes qui travaillent à distance, les personnes qui font du télétravail dans ton équipe. Donc, les deux sont complémentaires. Le board physique pour la partie collaboration et communication et l'outil électronique pour la documentation. Attends, tu es en train de me dire qu'on va avoir 2 outils en parallèle avec la même chose à l'intérieur. Donc on va demander aux développeurs de dupliquer les stories. Ils vont gueuler, c'est impossible. Alors je t'arrête tout de suite, ça c'est un faux débat. Tu peux très bien répartir la tâche d'écriture des post-it avec tout le monde dans l'équipe. Et en plus de ça, il y a des plugins qui existent pour imprimer directement tes cartes. Donc faux débat, pas d'excuses. Écoute, alors ce que je fais, c'est que je commande le board. Et puis on verra bien ce qui se passe. Hein. Test and learn, comme tu dis toujours. Yes.
Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'un board physique, ça nous permet d'avoir une vision en un seul coup d'œil et très rapide de tout ce qui se passe dans le projet, quel que soit ce qui se passe dans le projet et ce qui se passe dans l'équipe. Du coup, ça s'adapte à n'importe quelle équipe, toutes les équipes ayant des contextes différents. L'outil physique, il va nous laisser toute liberté par rapport à ça. C'est aussi un endroit où on va pouvoir se rassembler pour le daily. Donc, c'est vraiment le lieu où on fait le daily. Et c'est un outil qui s'adapte à n'importe quel type de personne. Donc on a dit les visuels, les auditifs et les kinesthésiques qui sont très souvent laissés pour compte dans les délits. Pour autant, l'outil électronique n'est pas à abandonner parce que un Jira, un TFS, n'importe quel outil électronique va nous permettre de garder tout l'historique du projet. Ça peut nous servir de documentation et on va pouvoir mettre tout un roman de spec ou d'explications sur ce qu'il faut faire dans la user story qu'on ne pourra jamais faire rentrer dans un board physique. Donc c'est hyper important de le garder. Et puis si jamais vous avez des personnes en télétravail ou des équipes qui sont délocalisées, c'est une obligation, quoi. Si mon fils est malade ce matin et que je dois rester chez moi, avoir un outil électronique pour pouvoir participer au daily, c'est quand même indispensable. Et le board physique, ça plante pas? Ça plante pas. Et vous n'êtes pas obligé de scroller pour pouvoir voir toutes les tâches. Ok. Question. Alors sur Jira, je crois qu'il s'appelle Jira Print quelque chose. Enfin, je peux te donner le nom exactement. J'ai peur de dire une bêtise. Tape Print dans la marketplace. Ouais. Sur l'outil électronique, je suis d'accord sur le use case des personnes à distance. Sur l'historique, j'ai plus de réserves pour deux raisons. La première, c'est que une user story, c'est un support à la discussion et pas une spécification déguisée en ticket Jira. Et la user story, une fois qu'elle est livrée, potentiellement, il y a une user story dans le futur qui va l'annuler complètement. Donc la spec, elle est aussi utile qu'une spec en Word. On n'a pas de certitude que c'est vraiment ce qui se passe. C'est pas une documentation vivante. Ça dépend beaucoup des contextes. Y a des contextes où tu es obligé d'avoir un certain nombre de données, de renseignements sur ce que tu es en train de faire. Tu sais, typiquement, tu as des use cases avec plein de cas différents. Et alors oui, je sais ce que tu vas me dire, Clément, on peut les faire en BDD et les mettre dans un autre outil qui va nous faire les tests d'acceptance. Mais pour une équipe qui n'a pas encore ça, c'est juste indispensable. Ça peut être rebalancé par plein d'autres outils, mais il y a forcément un endroit où ta doc elle va être présente. Et en tant que première étape, peut-être pour une équipe qui est moins mature que la vôtre pour le coup, c'est quelque chose qui est important. Il y a un autre avantage qui est justement relatif à l'historique. Par exemple, en tant que PO, tu as envie, tu te rappelles plus qu'on avait mis dans la release 2.5. Sur Jira, il te gère très bien les releases. Tu peux aller juste faire un petit quick search et hop, tu as toute la liste des user stories qui appartiennent à une release spécifique. Ce qu'on fait pour l'historique, parce que c'est hyper important, ce que tu disais, les mises à jour, c'est vrai qu'il faut faire très attention dans un outil électronique de ne pas avoir une documentation qui devient totalement obsolète, un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, les grandes documentations qu'on ne touche plus. On fait des liens, j'ai beaucoup d'équipes qui font des liens entre les stories pour remonter l'historique. Je t'accorde que ce n'est pas idéal d'aller chercher les évolutions. Le mieux, ça reste d'avoir des tests d'acceptance qui sont toujours à jour, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est plus sur l'argument de le vendre comme argument final au client, plutôt que de passer une étape. Pour une mise en place, c'est un argument qui marche bien. Ouais, c'est un argument qui marche bien. Je t'avoue que c'est pas le meilleur, mais ça marche bien. On peut. Quelle heure il est? Oui, on peut. Est-ce qu'on fait pas le travail en double en faisant le board physique et l'outil électronique? Pardon? Est-ce qu'on ne fait pas le travail en double? Alors, sur quoi exactement? Par exemple, sur la description des user stories, on va les décrire dans les stickers et on va les décrire aussi en Jira. Alors, ce qu'on va mettre sur les post-it, on va vraiment être bref. On va juste écrire le numéro de la user story, par exemple, le titre et le nombre de points, l'estimation de la story. Donc, on ne va pas y mettre toute la description qu'on a sur l'outil électronique.
c'est souvent un endroit où on peut mettre beaucoup plus de choses dans l'outil électronique. C'est aussi l'outil électronique, il est toujours à jour. Alors que du coup, si on veut utiliser le côté vraiment kinesthésique du daily devant l'outil physique, on va avoir tendance à déplacer les post-it pendant le daily, donc une fois par jour. Donc le board n'est pas systématiquement toujours à jour. Et du coup, si on a un board électronique tactile, c'est vrai, tu nous as eu. Ça coûte cher, non? Bah, si tu l'as, moi je suis trop fan. Clin d'œil à Christophe. Donc t'en parleras avec Christophe. Avec juste un mur, un scotch et des post-it. Ça reste Jira avec les inconvénients de Jira. Du coup, ça reste quoi? Jira avec les inconvénients de Jira, avec le trafic. Oui, tout à fait. C'est vrai que t'as pas ce... Alors après, il te répondra que sur le smartboard, tu peux tracer des traits à la direct et tout. Bon, c'est vrai, moi, je suis fan. D'accord. Vous allez prendre votre petite bagarre dehors. Ce qu'on peut vous proposer là, à ce moment-là, c'est soit on fait la dernière, qui est sur la spécialisation des personnes à l'intérieur des projets, soit on engage une séance de questions-réponses un peu plus longue. On fait un vote à main levée. Qui est pour faire la spécialisation? Yeah. Ok. En plus, il y avait une question là-dessus tout à l'heure. C'était unanime, quoi. C'est qui, quoi, comment? Je sais plus. Je te propose de prendre un café. Ah, super, oui, on va prendre un café. Tiens. Ah oui, et donc là, on est piégé un peu. Donc, en plus, c'est toi qui dois le tenir. C'est pas grave. Ok, salut. Salut. Comment ça va, Lorraine? Bah écoute, moi ça va pas top. Parce que là, attends, Eric, il m'a fait un coup. Il m'a dit là qu'il prenait 2 semaines de vacances et c'est mon expert sur tout ce qui est commande de repas. Donc je suis dans une merde, mais totale. Je vois pas le problème. Tu peux pas le faire par quelqu'un d'autre dans ton équipe? Bah non, je t'ai dit, c'est lui mon expert sur les commandes de repas, donc c'est que lui qui sait faire. Il est depuis le début du projet sur ce sujet-là. Personne d'autre veut le faire et puis personne veut toucher surtout. Moi, j'ai pas de spécialisation. Tout le monde travaille sur tous les sujets, donc. Ouais, ça a l'air cool au monde des bisounours. Par contre, juste chez moi, ça se passe pas comme ça. Et je comprends pas. Enfin, pour que tout le monde monte en compétence sur tous les sujets, ça te coûte un fric monstre, quoi. Comment tu fais pour t'en sortir? Nous, ce qu'on fait, c'est on fait des estimations déjà ensemble avec toute l'équipe, ce qui fait qu'on partage notre connaissance avec tout le monde. On fait du pair programming, de la code review. Donc c'est quelque chose que tu pourras mettre en place petit à petit. Ok. Mais tu fais comment pour faire ton... Parce que tu sais, moi, je suis mon diagramme de Gantt avec chacune des personnes qui fait les tâches en fonction des sujets. Et du coup, je vois pas je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir avec ça pour calculer mon budget. Moi, je travaille en mode capacitaire, c'est-à-dire que je vais mesurer la capacité de l'équipe à chaque sprint. Et c'est comme ça que je vais calculer ma date d'atterrissage. Tu sais, tu te rappelles le schéma? Ok, sur le papier ça a l'air top. N'empêche que moi aujourd'hui tous mes devs ils sont spécialisés, ils ont chacun leur sujet, ils le connaissent tous très bien. Comment je fais pour en arriver à une équipe capacitaire comme la tienne où à chaque codir ils disent ah trop bien ton burn-up? Comme je te disais, tu peux le faire petit à petit en commençant à faire des poker planning ensemble. Ils vont faire des code review, ça va se faire vraiment naturellement, petit à petit. Ok, le poker planning ensemble, tu parles chinois. Là, on a une séance de chiffrage, si c'est ça dont tu es en train de parler. Je peux venir t'aider? Je veux bien, parce que là, je vois pas du tout comment faire. Je prends juste mes cartes de poker planning et j'arrive. Ok. Ok, ce que j'ai appris, c'est que si on a de la spécialisation dans une équipe, en fait, on se retrouve avec ce qu'on appelle des SPOF, Single Point of Failure, les développeurs connaîtront. C'est des éléments où, là, dans notre exemple, Eric, il prend 2 semaines de vacances. Qu'est-ce qui se passe? Je peux peut-être le prévoir. Vous allez me dire, ça, attends, tu te débrouilles, tu prévois, quoi. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe si Eric il tombe malade, il se fait renverser par une voiture, il se casse une jambe, sa femme accouche, comment je me débrouille, quoi? Juste, il démissionne.
Ou juste il démissionne, tiens. Turnover. Donc dans ce cas-là, je me retrouve avec un élément qui est l'unique point de référence et ça me pose problème. En plus de ça, ça désengage l'équipe. Si jamais j'ai un problème sur un sujet qui est spécial pour Eric, tous les autres développeurs, quand je vais aller voir et dire j'ai un problème sur tel sujet, vont me dire c'est pas mon problème, tu sais, c'est Eric qui bosse là-dessus. Donc on n'a pas d'engagement collectif de l'équipe sur le delivery. Du coup, comment on fait pour se sortir d'une situation comme ça? Parce que c'est clairement pas facile quand on a tous les développeurs qui sont spécialisés fonctionnellement, parce que là on parle fonctionnel, mais ça marche aussi sur la technique, quand on parle d'aller vers des feature teams ou des équipes pluridisciplinaires. Comment on fait pour commencer à monter en compétences? On fait ce qu'on disait tout à l'heure, on estime ensemble, parce que l'estimation va engager une discussion et des explications, une meilleure compréhension de ce qui se passe. Ensuite, on va commencer à faire du pair programming pour apprendre ensemble. On va faire des code review après, quand je commit quelque chose, si je ne suis pas experte là-dessus, on va venir me faire une review de ce que j'ai fait, etc., etc. Et même si certains sont meilleurs que d'autres sur certains aspects, au moins on n'est jamais bloqué et on peut s'entraider quand on a des coups de bourre. Ou qu'on est en vacances et qu'il y a un bug à corriger. Je vais peut-être me faire insulter, mais la programming, ça fait pas baisser la vélocité. Le père... Oh putain. Oh là là. Excuse-moi, t'es chez Xebia? Qui t'a coopté chez Xebia? Ils sont maîtres. En théorie, si c'est deux personnes sur la même tâche, ça va avoir plus de temps sur les autres tâches. Ça nous fait gagner du temps sur le code review, par exemple. Donc c'est win-win. Dans la pratique, il y a des études qui ont montré que plutôt que de perdre du temps, plutôt que de mettre 2 fois plus de temps, que ça nous coûte 2 fois plus cher, en fait, ça coûte 2 fois moins cher. Pourquoi? Parce qu'à posteriori, tu trouves moins de bugs. Parce que vous savez tous, quand tu es en train de coder pendant 4 heures, il y a forcément un moment où tu as un peu une baisse de mou et tu vas commencer à créer du legacy direct. Il y a aussi le design est meilleur, parce que tu vas réfléchir ensemble à ton architecture. Ce qui fait qu'au final, a posteriori, les études ont montré que tu as plutôt tendance à gagner de l'argent via le pair programming qu'à en perdre. Et niveau motivation de l'équipe, niveau intérêt de la mission, pour un développeur, ça n'a juste rien à voir. Donc tu baisses ton turnover aussi par rapport à l'intérêt de la mission. Et l'autre avantage, c'est celui qu'on a cité, c'est la montée en compétences. Donc si toi, par exemple, tu es expert sur un domaine fonctionnel, si je fais du pair programming avec toi, tu vas m'expliquer ce que tu as mis en place pour que moi, la prochaine fois, je puisse être autonome dessus, voire même faire du pair programming avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on broadcast la connaissance dans l'équipe. C'est fini? Ouais, venez nous voir. Une question, c'est ça? Vas-y. Qui veut? Christophe? Vous parlez des spécialisations techniques. Comment est-ce qu'on fait quand on a des équipes très disparates et qui ne sont pas énormes? J'ai un patch, une appli iOS, une appli Android et j'ai que 4 développeurs. C'est compliqué de vraiment le tout. Il n'y a que 4 développeurs au total? Ouais. Tu mets les deux ensemble. Au début, j'ai un exemple encore plus compliqué. Comment tu fais quand tu as une équipe de designers et une équipe de développeurs pour les faire travailler ensemble? Ils s'assoient à côté et tu vas regarder ce que l'autre il est en train de faire. Et au début, en fait, tu vas probablement pas... moi, designer, je vais pas aller aider le développeur à coder, parce que je ne sais pas coder. En revanche, ce que je peux faire, c'est commencer à monter en compétence sur qu'est-ce qu'il fait le développeur avec mon travail. Le design que je lui ai donné, qu'est-ce qu'il en fait. Et il va me montrer les problématiques qu'il a, et je vais commencer à comprendre, tu passes 4 heures à découper les assets que je t'ai donnés, peut-être que la prochaine fois, je vais te les découper à l'avance, comme ça, ce sera déjà fait. Des petites choses comme ça qui au fur et à mesure vont te faire monter en compétence sur des sujets techniques. On reste des développeurs, je vais comprendre l'outil au fur et à mesure. Là pour le coup on est sur du vrai investissement, mais ça se regagne derrière. Alors là par contre on nous fait signe que c'est vraiment terminé. Ok, donc maintenant qu'on vous a donné plein de billes sur comment répondre sur des questions qui sont contre l'agilité, on compte sur vous maintenant pour faire adapter cette méthode chez vous en interne. Si vous avez des questions, on est encore là, donc n'hésitez pas à venir nous voir.